Bonjour Yann Bergeau, vous êtes professeur des universités en droit à Lyon 3 Jean Moulin, directeur des journées du e-learning 6e édition, et je ne sais pas si je le dis accessoirement, mais plutôt fondamentalement, directeur du service universitaire de l'enseignement en ligne. Pourquoi des journées du e-learning? Alors, les journées du e-learning, c'est venu d'un premier constat, parce que, étant juriste, on a abordé uniquement les questions juridiques. Et on s'est rendu compte, avant d'aborder ces questions juridiques, qu'il y avait énormément besoin de la part de l'ensemble de la communauté des personnes qui s'intéressaient au e-learning, de ressources juridiques, du moins de savoir, de compétences dans le domaine juridique. Donc, on a démarré la première édition uniquement sous un angle juridique. Donc, c'était le droit du e-learning. Puis, on s'est rendu compte, chemin faisant, au bout de 2 éditions, que c'était trop réducteur. Et qu'on pouvait, nous aussi, parallèlement, genre comme une sorte de feedback, s'enrichir aussi des expériences dans le domaine du e-learning de spécialistes d'autres domaines, qui n'étaient pas des juristes. Donc, on a décidé d'ouvrir ce colloque, toujours en ayant un centre, je dirais, juridique, ou du moins un cœur juridique, parce que nous sommes juristes de formation, mais aussi de s'ouvrir sur d'autres disciplines, sciences de la communication, etc. Voilà. Ce qui nous intéressait, c'est d'essayer de faire de cet événement un lieu de rencontre entre personnes s'intéressant au e-learning, venant d'horizons différents. Et je dirais que même, alors ça peut paraître un peu ambitieux de par aujourd'hui la dimension des journées du e-learning, mais ça serait notre ambition d'en faire une sorte d'observatoire du e-learning, de faire un point, voilà, à un moment donné, en se disant, voilà, quels sont les enjeux, quels sont les usages aujourd'hui à l'instant T, et quelles sont les perspectives, et puis on se retrouve l'année d'après, et on refait le point sur les perspectives, et ainsi de suite, on avance. En d'autres termes, les juristes auront cédé une partie de la propriété de ces journées à un colloque international plus observatoire. Exactement. Parce que justement, ici, on se rend compte que peut-être que dans l'enseignement supérieur, grâce au e-learning, on redonne un sens à cette pluridisciplinarité qu'on a recherchée pendant très longtemps. Alors justement, vous avez cette année décidé d'intituler ce colloque « Formé au e-learning, formé en e-learning ». Est-ce qu'on peut y voir là la traduction d'une forme d'ouverture de ce colloque au-delà du simple aspect juridique? Tout à fait, parce que justement l'usage et l'appropriation dans ces technologies de l'information nécessite déjà donc, de prendre en compte un public qui change, parce qu'on en parlait encore avec les conférenciers il y a quelques minutes, un peu en off, en se disant que le drame de l'enseignant en quelque sorte, c'est que son public reste identique, mais reste identique en termes de tranche d'âge, mais il évolue, on a des nouvelles générations qui arrivent. Alors on parle un peu trivialement des digital natifs comme s'ils avaient un gène numérique. Bon, c'est pas ça, mais cela traduit le fait que les générations changent et qu'on a un public qui change. Et que d'autre part, donc il faut s'accaparer ces technologies de l'information parce que sinon notre public va se détourner de l'enseignant, va se détourner, je pense, de la formation au sens classique. Et puis aussi, parallèlement, comme une sorte de retour, l'utilisation de ces technologies de l'information, il ne faut pas croire que pour un enseignant, ça puisse être inné ou ça puisse s'improviser. Il faut d'abord réfléchir sur, en quelque sorte, sa pédagogie, terme qui est parfois pris comme étant un gros mot dans l'enseignement supérieur en disant, ben oui, pédagogie, on n'a pas été formé à la pédagogie, mais on a tous une pédagogie qui est parfois apprise sur le terrain, au contact des étudiants, mais on a une pédagogie. Et c'est après réfléchir quelle manière ces nouvelles technologies permettent de remettre en cause notre pédagogie et d'adapter au mieux notre pédagogie à ces nouveaux médias de transmission de savoir et de compétences. C'est pour ça qu'il y a les deux aspects, à la fois formés en e-learning et formés au e-learning. Alors ce qui est intéressant, c'est que les partenaires de l'édition 2011, je vois l'INSA de Lyon, Centrale Lyon, en fait des structures de formation universitaire, enfin disons de 3e cycle, de 2e cycle et 3e cycle du supérieur, qui en fait sont essentiellement scientifiques. Alors, ça part d'une fac de droit et ça attire les écoles scientifiques? Parce qu'on redonne un sens à cette pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on est vraiment axé sur les mêmes enjeux, c'est-à-dire cette transmission des connaissances, des compétences, on a exactement les mêmes challenges à soulever
que l'on soit dans le domaine scientifique, juridique, littéraire. Alors pas de la même manière, bien évidemment, on n'a pas de solution miracle, hein, il faut le dire, et puis c'est ce qu'on essaie de dire nous à nos enseignants, qu'on essaie de les amener à l'enseignement à distance, à l'utilisation de ces technologies de l'information. Il n'y a pas de recette miracle, mais on se retrouve, c'est-à-dire qu'on arrive à voir, par exemple, moi en prenant un petit peu de hauteur et en m'occupant au niveau de l'université d'un service TIS, e-learning, enseignement en ligne, j'ai pu voir qu'il y avait des points communs entre les gestionnaires, les juristes, qu'il y a des points communs mais entre les scientifiques et les juristes, parce que les façons de penser, les raisonnements dans le domaine juridique sont basés sur la logique, et donc on se retrouve très très proche des scientifiques. Donc voilà, c'est pour ça que on essaie de casser ces barrières et de se dire, bah voilà, on dialogue déjà assez naturellement ensemble. Il faut dire que effectivement, on a cette chance sur Lyon d'avoir une véritable richesse en termes d'enseignement, différentes écoles. Donc on a l'habitude de dialoguer ensemble en tant que responsable de service des technologies de l'information, et qu'on a l'habitude d'échanger un petit peu nos recettes. Et on s'est dit, bah voilà, on ouvre au plus grand nombre, et l'idée c'est... on met au placard en quelque sorte nos enjeux, pas nos enjeux, mais nos rivalités en termes d'établissement, et on marche un peu la main dans la main parce qu'on est sur des problématiques qui sont communes. Oui, revenons un petit peu au cœur de votre, comment dirais-je, de votre spécialité. Je crois savoir que vous vous êtes intéressé plus particulièrement à la problématique du droit d'auteur. Et plus particulièrement, quand on fait référence à la loi Dazzi, à ce que l'on appelle l'exception pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes de votre réflexion et quels conseils vous pourriez donner aujourd'hui aux enseignants qui sont concernés par cette loi d'une part et par cette exception pédagogique? Alors l'exception pédagogique effectivement m'a intéressé parce que ça me permet d'avoir un pied des deux côtés. J'ai toujours conçu mon travail dans le domaine des TIS, des usages numériques, ne pouvant pas dissocier l'activité d'enseignant et l'activité en quelque sorte de praticien du numérique. J'ai toujours voulu faire les deux. Donc effectivement, je n'ai pas eu de formation juridique au droit d'auteur, au droit de la propriété intellectuelle, mais je me suis intéressé naturellement à ce domaine-là par ma formation de juriste. Alors, il m'est apparu important dès 2006 d'essayer de faire passer le message, et je croyais beaucoup à l'exception pédagogique. Je croyais beaucoup à l'exception pédagogique parce que j'étais parti de cette directive donc, européenne qui nous donne un cadre européen et qui était très très ambitieuse et qui prévoyait justement la possibilité pour les enseignants de pouvoir reprendre des extraits d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre de leur activité en classe, mais également, et c'est ce que nous dit la directive, sans discrimination par rapport aux activités qui peuvent être menées sur Internet, c'est-à-dire dans les technologies de l'information, ce qui m'intéresse au premier chef. Et puis, la traduction en droit français est devenue une véritable, déjà, usine à gaz, dans le texte de l'article du Code de propriété intellectuelle qui prévoit l'exception pédagogique est déjà extrêmement complexe. On avait prévu toutefois, on croyait en cela, un décret qui permettait d'en faire une exception légale, donc qui allait poser des bases égalitaires en quelque sorte pour n'importe quel enseignant. Et puis finalement, on est revenu sur la situation inverse, c'est-à-dire sur, alors désolé peut-être un peu technique, mais sur une sorte de licence globale, c'est-à-dire négociation directe du ministère avec les éditeurs. Et dans la négociation avec les éditeurs, là c'est le rapport de force. Donc le rapport de force, il n'y a pas eu de décret, on a des acteurs sectoriels, donc on a en gros 3 à 4 accords en fonction des dates, parce qu'il y en a certains qui arrivent en fin de vie, d'autres qui vont être renouvelés, ainsi de suite, et qui sont totalement ingérables. C'est-à-dire qu'on a du comptage, mais ça fait vraiment compte d'apothicaire, c'est-à-dire une vidéo, il faut qu'elle fasse, alors de mémoire, je ne sais plus, c'est 3 minutes et tant de secondes si c'est un extrait, et pas plus de temps de pourcentage de la vidéo, de l'œuvre d'origine. On arrive dans des comptages, des comptes qui sont totalement hallucinants. Et en plus, en exigeant donc de l'enseignant, pour qu'il puisse mettre en pratique cette exception pédagogique, condition qui n'était nulle part, qu'il ait acquis un exemplaire de l'œuvre dont il allait utiliser un extrait, Donc ce qui fait que
pour nos enseignants, en plus, on leur demande débourser pour acheter un exemplaire de l'œuvre dont vous allez utiliser un extrait. Donc voilà, on marche sur la tête. Donc c'est pour ça que sur mon blog, mon dernier article, alors très polémique, qui a fait un peu de bruit, et puis j'ai eu des commentaires qui n'étaient pas forcément très gentils, où j'ai dit, laissons tomber l'exception pédagogique, dirigeons-nous peut-être plus vers des Creative Commons, des licences libres de droit, en disant, voilà, faisons du libre de droit entre enseignants, et puis à ce moment-là, on crée des... Voilà, c'est peut-être un peu utopique, mais mon idée aujourd'hui, c'est de me dire peut-être, que l'on crée des grandes bases de données, banques de données, d'œuvres libres de droit, que l'on mette, à la disposition de la communauté enseignante nos créations, et puis qu'on puisse se resservir des créations des autres. Voilà. Donc c'est peut-être une vue un peu utopique, un peu humaniste, mais je pense qu'on aurait plus à gagner à travailler dans ce sens-là que... Je ne pense pas que ce soit utopique. En fait, j'allais vous poser la question, mais je crois qu'en fait, les enseignants qui vous écoutent et qui vous écouteront sur le portail d'Educabox auront parfaitement compris. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.